une des plus grandes mosquées de l'islam, la Süleymaniye à Istanbul. Ce faisant, nous allons essayer de déterminer un peu ce qu'est la mosquée en général. Cette mosquée est en effet particulièrement complète. C'est une totalité, on dit en turc une külliye. Et la mosquée nous permettra d'évoquer un peu aussi, je l'espère, Istanbul et l'islam en Turquie. Et pour ce faire, nous avons invité aujourd'hui un intellectuel turc qui est un musulman convaincu et qui en même temps est un chercheur et aussi un journaliste, un homme de communication, le docteur Attila Gürbüz Bey. Nous allons maintenant donc nous en tenir et de la mosquée Süleymaniye et aussi d'Istanbul en général et de l'islam en Turquie. Et je vous remercie, Bamat Bey, étant donné que vous êtes un parfait connaisseur de la Turquie, particulièrement du XVe siècle. Quelle est votre première impression en revenant à Istanbul? Istanbul est une ville que j'aime, où je suis revenu bien des fois. Et je dirais que ma première impression est de me sentir chez moi, de me sentir dans une ville très profondément marquée par l'islam. Et la première impression, c'est la mer, car on a peine à imaginer une ville à ce point mariée à la mer comme Istanbul. Et d'autre part, la crête de la ville sur des collines couvertes de minarets, couvertes de coupoles. On a vraiment l'impression, et un musulman a l'impression, de se trouver en une terre familière. Et cette impression de l'eau, des vieilles maisons de bois qui subsistent de moins en moins nombreuses, mais qui vont jusque dans l'eau avec les yale, est une impression prenante. C'est un mariage profond d'une ville avec la mer, scellée par ces collines sur lesquelles apparaissent, ininterrompues presque, des mosquées. Et des mosquées très particulières avec leurs coupoles et leurs minarets. Oui. Et c'est la première impression que j'ai d'Istanbul. Ah, oui. Eh bien, est-ce que la personnalité d'Istanbul ne vient-il pas en grande partie, disons que de sa situation entre Orient et Occident comme un pont? Enfin, d'ailleurs, il y a plusieurs ponts. Comme au XVe siècle, du temps de Fatih Sultan Mehmed, il y a plus de 500 mosquées. Évidemment, c'est une ville qui a été à la fois Constantinople, oui, ville couverte de basiliques, et Sainte-Sophie en est encore l'exemple, est l'une des villes capitales du monde musulman. Et ce sont les ponts qui, pour moi, symbolisent le mieux ce lien entre l'Orient et l'Occident. Des ponts gigantesques, depuis le pont de Galata, qui réunit deux aspects, la vieille ville et la ville des commerçants européens à Galata, jusqu'au pont tout récent qui réunit l'Europe à l'Asie. N'oublions pas que les architectes musulmans, je pense en particulier au Grand Sinan, oui, n'étaient pas seulement des bâtisseurs de mosquées, mais aussi des bâtisseurs de routes et des bâtisseurs de ponts. Jusqu'en Yougoslavie, à Mostar, oui, je vois ce pont construit par le même homme qui a conçu tant de mosquées en Turquie. Donc, certainement, le charme d'Istanbul vient de cette pénétration orientale-occidentale, du fait qu'il a un pied sur chaque rive et qu'en même temps, il est une synthèse, mais il est aussi une synthèse, au cours des siècles, oui, de plusieurs aspects de l'islam. Oui, d'ailleurs, sur ce plan, je pense que Lamartine, dans les années 1845, quand il a publié 6 volumes sur la Turquie, il a dit une seule phrase qui m'a touché beaucoup: Dieu et la nature se sont unis pour créer Istanbul. Donc, puisque les mosquées de Turquie, d'Istanbul particulièrement, si touchent pour vous, quelle est la différence entre une église et une mosquée, d'après vous? On a souvent une tendance à penser qu'une mosquée est une autre espèce d'église. Chacune a son rôle, chacune a sa fonction. La mosquée, et en particulier la mosquée dont nous parlons aujourd'hui, se trouve être non seulement un lieu de prière, mais aussi une école, une madrasa, une université, une jamia,
Une kulliya. Une kulliya, c'est-à-dire une totalité Oui. dans laquelle entrent également des fondations pieuses, des hôpitaux, des bibliothèques. Une vue générale de la Souleymaniye montre que c'est un complexe d'édifices dans lequel la mosquée intègre des services sociaux avec un lieu de prière. Oui. Et c'est en ce sens-là que la mosquée mérite d'être considérée comme caractéristique de l'islam tout entier. C'est l'union du ciel et de la terre, de la prière et aussi des services sociaux. Et la Souleymaniye, avec sa complexité, montre fort bien cette totalité. Et il y a un souvenir que j'ai d'une autre mosquée, Ayyub Sultan, où il y a une fondation pieuse qui, d'une génération à une autre, amène des familles à soigner les cigognes blessées de passage, animer des gouttières. Donc la mosquée n'est pas simplement un lieu où l'on prie, c'est aussi un lieu où l'on enseigne, où on forme, où on lit, où on dort aussi, on se rencontre, on communique. Et il est caractéristique d'ailleurs que Soliman le Magnifique, comme on l'appelle en Europe, soit appelé en Orient Kanouni, le législateur. La mosquée est avant tout un lieu de justice entre les hommes, même si elle est magnifique. Mais la magnificence ne vient qu'après, ce n'est pas l'essentiel. Bien sûr. Eh bien, je voudrais que peut-être on peut expliquer sur le plan la place de la culture, de l'éducation, évidemment à l'époque au XVIe siècle, l'ensemble, comme vous dites, de la complexité d'une part de l'université, d'autre part des affaires sociales et institutions. Donc le rôle fondamental, déjà dans la culture ottomane, dans la culture turque, au XVIe siècle, non seulement l'unité de Tawhid, ça veut dire la prière, la mosquée à la fois, on parle de tout, des affaires sociales, de la culture, des relations, même des relations diplomatiques, comme vous avez évoqué François Ier, Kanuni Sultan Süleyman, l'époque le plus brillante entre la France et la Turquie, Empire ottoman. Et c'est vrai que l'Empire ottoman a beaucoup aidé aussi à l'image de la France, à la culture française. On en parle, les grands turcologues, comme nous avons donné un exemple. Vous avez donné un exemple, Lamartine, et j'ignorais cette citation. Lamartine, qui a écrit d'ailleurs une histoire des Ottomans en plusieurs volumes, mais qui est très remarquable, trop peu connue. Et la France a toujours eu une attirance pour Istanbul, a terminé par Pierre Loti, qui est en des faveurs, mais qui est revenu maintenant, Claude Farret. Eh bien, je dirais que cet ensemble qu'est la Souleymaniye, dont on pourrait dire tant de choses, il convient d'abord de remarquer qu'au XVIe siècle déjà, il réunissait en pleine ville des érudits, des liseurs de bibliothèques, des étudiants et des enfants. Il est fort important que l'enfant se retrouvait en pleine ville avec des adolescents et avec des vieillards. Et l'éducation qu'il recevait était une éducation totale. Totale, globale. Globale. Aussi loin que possible du spécialiste, qui est borné à une activité. L'essentiel était de faire un homme au plein sens du mot. Et je pense à ce mot de Rabelais, je crois, qui a servi d'exergue à une collection. Je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes. Alors, les pierres même, à ce manière, étaient un prétexte, et quand je dis Souleymaniye, j'entends la totalité de la civilisation ottomane, dans la mesure où elle a exprimé une vision musulmane de l'homme. Et unitaire. Et unitaire. L'homme est une plénitude, il est parfaitement responsable. Le type d'éducation qu'il reçoit ne le sépare pas de la communauté et en même temps ne fait pas de séparation entre les ulumuddin, les sciences de la foi et les sciences de la nature. Et très tolérant envers les autres religions, comme a constaté dans les années 1745, Voltaire par exemple. Il a vécu 6 mois aussi à Istanbul, à Constantinople, il a écrit dans les cahiers philosophiques. Et vous venez de dire à quel point cette symbiose de part et d'autre de la Méditerranée et avec la France en particulier a été grande, et peut-être que les ponts qui marquent Istanbul en pourraient être le symbole.